Bienvenue à toutes et à tous pour cette balado-curiosité de Science pour tous en partenariat avec la Maison de la Culture Maisonneuve. Je suis Perrine Poisson de Science pour tous et dans cet épisode, je reçois Anne Cabral. Bonjour Anne. Bonjour Perrine. Donc vous êtes associée de recherche au Conseil national de recherche du Canada et vous travaillez sur le projet Be Well qui allie santé mentale et réalité virtuelle. Donc cette plateforme de réalité virtuelle que vous développez permet d'évaluer et de traiter les déficits cognitifs et des troubles psychiatriques. Est-ce que j'ai bien résumé le projet? Oui, c'est bien résumé. On est encore au stade de l'hypothèse. On pense que la technologie de la réalité virtuelle est tellement immersive qu'elle va permettre de placer les gens dans des situations réalistes de façon sécuritaire en contrôlant l'environnement puis le degré d'exposition. On pense aussi que cette technologie va permettre de supporter les intervenants à poser des diagnostics puis à planifier des interventions dans le cadre de traitement. D'accord. Donc, finalement, l'objectif, c'est d'aider les gens qui traitent les patients atteints de ces troubles pour leur donner un outil supplémentaire. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Quel type de troubles de santé mentale sont concernés par votre projet? Quel genre de pathologie vous pouvez traiter avec la réalité virtuelle ou essayer en tout cas? Oui. Avec notre projet, ça s'adresse à plusieurs troubles puis à plusieurs groupes d'âge. Ça va des enfants jusqu'aux personnes âgées. Ça s'adresse aussi aux troubles comme la dépression, l'Alzheimer, l'anxiété, la toxicomanie. Mais dans le fond, ça touche aux troubles qui affectent les tâches qu'on a à accomplir à tous les jours. Pour nous faire une petite idée avant d'entrer dans le détail, en quoi consiste votre travail au quotidien? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? C'est bon. Ça dépend de la phase du projet. Au début, on a une idée, une hypothèse. Puis après ça, pour rendre l'idée plus concrète, on fait des petits prototypes. Notre équipe est multidisciplinaire. Puis moi, en ayant une formation en génie informatique et génie biomédical, je programme ces prototypes-là. Pour la plateforme Be Well, on a utilisé un engin de jeu qui est très connu, c'est l'engin Unity. Dans le fond, pendant cette partie du projet, je passe ma journée avec un casque virtuel sur la tête et à programmer. Puis dès le début du projet, on fait des petits prototypes parce que ça nous permet de mieux faire comprendre notre idée. Ça nous a beaucoup aidé très tôt dans le développement pour aller trouver des collaborateurs dans le domaine de la santé. OK, donc en fait, si je comprends bien, vous avez vos lunettes sur la tête, lunettes de réalité virtuelle, vous codez quelque chose, vous regardez ce que ça donne, vous retournez à l'ordi, c'est un peu ça? Exactement, okay. Exactement. C'est pour voir, une des choses aussi qu'on teste, c'est voir, par exemple, pour les déplacements. On essaie, on le programme, on essaie certaines choses, on le met sur la tête, ça marche-tu bien? Est-ce qu'on est confortable? On recommence et oui, OK, c'est ça. OK. Ouais. Puis présentement, on est rendu, je programme un petit peu moins parce que là, la plateforme est assez avancée. Donc, on est rendu à élaborer l'étude puis le protocole pour faire une étude en clinique. Dans cette partie-là, il faut vraiment être vigilant pour s'assurer de répondre à l'hypothèse puis aussi de pouvoir avoir l'approbation du comité d'éthique. Puis une fois qu'on a terminé l'étude, là, on écrit des articles pour faire connaître nos découvertes. Puis aussi, nous, au CNRC, on raffine nos prototypes pour créer un produit qui peut être pris après ça par des entreprises canadiennes. OK, donc en fait, c'est très varié. Vous passez de la programmation au test, ensuite vous élaborez l'étude clinique, vous testez ça avec des patients réels, en conditions réelles, et puis vous travaillez ensuite à écrire des articles, fait que c'est vraiment... C'est très varié, c'est la beauté de notre travail. Oui, exactement. D'accord. Alors, comment se présente la plateforme de réalité virtuelle? À quoi ça ressemble finalement les accessoires? Excellent. On utilise les systèmes de réalité virtuelle disponibles sur le marché, nous, pour notre projet, pour que les patients et les cliniciens aient facilement accès. Par exemple, on supporte le système le plus répandu, l'Oculus, puis le Vive. Dans le fond, à quoi ça ressemble? C'est comme une grosse paire de lunettes de ski avec à l'intérieur un écran pour chaque œil, puis avec des écouteurs. Après ça, dans chaque main, on tient une manette pour pouvoir interagir avec l'environnement. Le système contient toute une technologie qui permet de détecter la position et la rotation de la tête. En ayant cette information-là, les images dans le monde virtuel changent en temps réel avec les mouvements de l'utilisateur. Les premiers systèmes donnaient beaucoup la nausée. Ces premiers systèmes-là aussi étaient très contraignants. Il y avait un câble qui partait du derrière de la tête jusqu'à l'ordinateur. C'était très encombrant, il fallait faire très attention pour ne pas s'enfarger dans le câble. Mm-hmm.
Par exemple, pour éviter de s'enfarger dans le câble, on peut voir ça dans les centres de réalité virtuelle, souvent. C'est comme toute une structure qui est montée dans la pièce pour réussir à faire tenir le câble au-dessus de la tête. Mais maintenant, les technologies aujourd'hui ont beaucoup avancé. Les performances ont permis de réduire les malaises. Puis on a plus aussi le câble qui est relié à l'ordinateur. Ça roule complètement dans le casque. C'est comme un peu un gros cellulaire qu'on a devant les yeux. La sensation aussi est très réaliste. Il faut faire attention. Pendant nos démonstrations, par exemple, les gens ils ont tellement l'impression d'être dans le monde réel qu'ils déposent les manettes sur la table virtuelle, puis les manettes tombent au sol. Donc, il doit y avoir des dragons qui doivent être obligatoires de mettre, j'imagine. Exactement, ou avoir bien d'être surveillé. Oui. Puis aussi, on pourrait penser que c'est juste comme un gadget pour les gamers, comme on dit. Mais une fois qu'on l'essaie, on comprend vraiment le potentiel. Pendant une de mes démonstrations, j'ai déjà eu un spécialiste qui était vraiment sceptique. Puis après l'avoir essayé, c'est comme s'il y avait eu une illumination. Puis que tout d'un coup, il avait vu plein de possibilités qu'il pouvait faire pour ses projets. Rien de mieux que de l'essayer soi-même, finalement. Exactement. Donc, si on parle du diagnostic, parce que vous parliez de diagnostic et de traitement, mais pour commencer par le diagnostic, comment la réalité virtuelle peut vous aider à diagnostiquer les troubles en question? OK. Une des possibilités que ça apporte, la réalité virtuelle, c'est vraiment de pouvoir mettre les gens dans des situations de tous les jours, puis de voir comment leur comportement est différent. En le faisant dans un environnement virtuel, on peut contrôler ce qui se passe, puis avoir des mesures vraiment précises pour, par exemple, les mouvements qui ont été faits. Ça permet aussi de répéter de façon identique l'expérience entre les patients puis entre un individu. Donc, ça permet aussi de comparer entre les gens ayant un trouble ou non, mais aussi de voir la progression de l'individu. Ah oui, on peut aussi ajouter des distractions dans l'environnement virtuel à des moments précis puis voir leur effet. Plusieurs chercheurs ont utilisé ça aussi pour, par exemple, pour les syndromes post-traumatiques. Ils ont créé un environnement qui représente des zones de combat. Il y a aussi un groupe qui ont fait un environnement d'une épicerie virtuelle qui ont utilisé pour analyser le comportement des patients avec le Parkinson. OK. Puis là, ils se sont rendus compte que leur parcours était vraiment différent des personnes sans trouble de Parkinson. Puis il y a aussi un autre. Donc, je vous coupe. Vas-y, oui. Donc, en fait, en calibrant finalement le matériel et ensuite en le mettant à une personne qu'on soupçonne d'avoir Parkinson, selon son comportement, ça pourrait aider à établir un diagnostic. Oui, c'est ça, c'est des outils qui pourraient aider. Par exemple, pour l'Alzheimer aussi. Par exemple, on fait, au lieu de juste seulement faire des tests papier pour faire mémoriser des mots ou des nombres, bien, on peut mettre la personne dans un environnement virtuel puis voir, par exemple, une étude qui a été faite, c'est essayer que les personnes doivent essayer de se promener dans un labyrinthe. Donc, c'est comme une situation, c'est sûr, c'est pas comme la réalité, mais ça ressemble plus à la réalité. D'accord, je vois. En termes de traitement, maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples en fonction de certains troubles, de comment vous allez aider ces gens-là grâce à la réalité virtuelle? OK. Pour notre plateforme, on a plusieurs exercices qui s'adressent à des problèmes cognitifs. Par exemple, on a un exercice, ça s'appelle Tape la taupe ou traduction française pour Whack-A-Mole. Les utilisateurs ont un marteau dans chaque main. Et puis, il y a une table, puis il y a des cylindres qui sortent. Et l'utilisateur doit taper sur les cylindres le plus rapidement possible. Donc, tout ça, en fait, avec un casque et 2 manettes. Exactement, en réalité virtuelle, oui. Puis comme les marteaux puis les cylindres changent de couleur, la personne doit être très attentive puis contrôler son impulsivité. C'est-à-dire, elle doit taper le cylindre avec le marteau de la bonne couleur? Exactement. OK. Et c'est pour quel genre de trouble que vous utilisez? C'est surtout pour l'attention. C'est justement, il faut vraiment qu'il se concentre pour l'attention, pour rester attentif, et aussi pour, contrôler son impulsivité. Pour, s'il vient pour frapper le marteau, bien, contrôler puis pas frapper sur le mauvais marteau. OK. Oui. Aussi, on développe aussi en collaboration avec le docteur El Gabalaoui à Winnipeg, un scénario qui pourrait réduire l'appréhension puis l'anxiété des patients avant une opération.
Les patients sont dans un environnement virtuel. Ils sont placés dans la salle d'opération, puis ils peuvent passer à travers des étapes préopératoires. Puis en plus, dans l'environnement, il y a du personnel médical virtuel et l'utilisateur peut poser des questions au personnel, comme par exemple, à quoi sert cet équipement? Qu'est-ce qui va m'arriver? Quand tout ce prototype sera prêt, bien là, on pourra aller dans des essais cliniques. D'accord. Pour quel genre d'opération? Est-ce que ça peut fonctionner pour toutes les opérations ou vous ciblez des opérations en particulier pour commencer? Je sais que Dr El Gabalaoui, une des opérations, c'est pour le cancer du sein. OK, d'accord. Parce qu'effectivement, que le matériel, les questions vont être très différentes en fonction de la chirurgie. Exactement, oui. D'ailleurs, pour l'anxiété et les phobies, l'efficacité de la réalité virtuelle a déjà été démontrée. Le docteur Stéphane Bouchard, c'est un des pionniers dans le domaine, il utilise des environnements pour traiter certaines phobies puis certains types d'anxiété. Ces scénarios, ils permettent entre autres d'exposer de façon graduelle puis contrôlée le patient aux éléments qui créent son anxiété ou sa peur. Donc, il peut traiter comme, par exemple, les gens qui ont peur de prendre l'avion, la peur des araignées, des serpents ou des chiens. Puis, vous dites que ça a été démontré. Oui. Est-ce que la personne sait qu'elle est dans un exercice de réalité virtuelle? Oui. Une fois qu'elle se retrouve dans la même situation, mais dans la vie réelle, est-ce que ça va vraiment lui avoir apporté quelque chose ou de savoir qu'elle est dans la vie réelle, elle va se sentir quand même vraiment mal à l'aise? Oui. Surtout, par exemple, avec les araignées, Stéphane Bouchard a montré des études, il lui a montré qu'il y a des cas que oui, même rendu en réel, ça fonctionne, la peur est diminuée de beaucoup. OK, c'est vraiment intéressant. Oui. La réalité virtuelle peut être aussi utilisée pour placer le patient dans des situations avec des éléments déclencheurs. Par exemple, on peut penser à un bar pour les gens qui ont des problèmes de consommation. Oui, effectivement, qu'éthiquement, les amener dans un vrai bar, c'est peut-être pas l'idéal. Exactement. Puis nous, de notre côté, on est... Dans le domaine, tout est au début, puis on a tout le temps plein d'idées d'autres projets. Par exemple, moi, je suis une personne qui a beaucoup le mal de transport. Donc, juste à faire un tour sur moi-même, puis je me sens pas bien. Mm-hmm. J'ai donc essayé une expérience. J'ai pris mon casque de réalité virtuelle, je suis allée dans une voiture. Évidemment, j'étais la passagère, mais mon conjoint faisait des manœuvres qui m'auraient normalement rendue très malade, mais j'étais bien assise. Moi, j'avais l'impression d'être assise dans un salon victorien. Puis ça semblait réduire beaucoup ma sensibilité. Ah oui? Oui. C'est original comme idée. On essaie. Ben oui, c'est bon. C'est sûr que c'est anecdotique, mais on pousse maintenant un peu plus la recherche pour plus sérieusement là, que juste une anecdote. Mais c'est bien, ça commence avec des idées comme ça. Exactement. Pour ces expériences-là, est-ce que les patients sont nécessairement supervisés en laboratoire ou est-ce qu'on peut imaginer être autonome chez soi et se pratiquer finalement pour diminuer son anxiété ou ses peurs avec son téléphone, sa tablette ou éventuellement en investissant dans du matériel de réalité virtuelle? Oui. À ma connaissance, en ce moment, ça se fait tout sous supervision en clinique. Même dans certains cas, on n'a pas le choix. Par exemple, pour les phobies, l'anxiété, un professionnel doit toujours être là pour s'assurer de la sécurité de l'intervention. C'est lui qui connaît l'intensité qui pourrait être bénéfique pour le patient. Donc, mais pour la possibilité de se pratiquer à la maison, c'est une des hypothèses qui doit être validée. Notre système, présentement, il supporte cette option-là, mais la question, c'est pas si la technologie le permet, mais il faut faire des études pour valider l'efficacité. Puis aussi pour, par exemple, déterminer la posologie qui va être nécessaire selon le patient ou selon les troubles. Puis une chose qui est importante aussi, c'est que le système ait la technologie pour permettre le suivi par un professionnel de la santé. Tout à fait. Qu'il n'y a pas de dérive finalement à l'utiliser à l'extérieur d'un laboratoire. Donc, pour terminer sur une dernière question, qu'est-ce qu'apporte la réalité virtuelle par rapport à la réalité tout court, finalement? OK. Un des grands éléments, c'est la sécurité.
Ça serait difficile éthiquement de prendre un patient puis de le mettre sur le bord d'un ravin réel pour régler ses problèmes de vertige. Mais en contrepartie... Je vois pas pourquoi. Non. Mais en contrepartie, la réalité virtuelle, ben ça permet pas de reproduire toutes les sensations d'un monde réel. Donc, c'est un outil, oui, qui pourrait aider les cliniciens à traiter les patients, mais il va toujours avoir une partie du traitement qui va devoir être faite dans un monde réel. OK. Bien, un grand merci, Anne. Merci. Et merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt.